Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Matou, illustratrice et autrice de bande dessinée. Il y a quelques mois, j'ai été touchée par le roman graphique Et puis Colette, que Matou a co-signé avec son amie Sophie Henrionnet. Le thème du choix y est central. C'est l'histoire de Anouk, une trentenaire parisienne, engluée dans son train-train quotidien et qui apprend que sa sœur, décédée subitement, l'a désignée tutrice de sa fille Colette, 7 ans. Au cours de cette rencontre entre cette jeune femme et cette petite fille, on assiste au processus du choix d'Anouk, tiraillée entre le cœur et la raison. À l'occasion de la sortie de ce roman graphique, j'ai découvert que Matou était angevine. J'appréciais déjà les dessins de Matou et son talent singulier, celui de créer une juste combinaison entre texte et dessin pour partager un message décomplexant et déculpabilisant qui touche tant de personnes. On fait ce qu'on peut et c'est déjà pas si mal. À travers ses dessins, Matou choisit d'inviter chacun, à commencer par elle-même, à apprendre à s'aimer, à s'assumer, à s'apprivoiser avec indulgence, à relâcher la pression et à apprécier ce qui est chouette dans nos vies. De véritables dessins d'utilité publique, si vous voulez mon avis. Illustratrice autodidacte, Matou a créé en 2007 son blog Crayon d'humeur, et elle publie régulièrement depuis cette date des dessins humoristiques mettant en scène des situations inspirées de sa vie de femme, de couple et de maman. C'est aujourd'hui une autrice illustratrice à succès, suivie par une communauté fidèle et grandissante de plus de 240 000 followers. Mais son parcours vers sa vie d'aujourd'hui n'a pas pris la forme d'une autoroute. Après des études et une première vie professionnelle sérieuse, comme elle le dit, Matou a fait le choix de transformer sa passion pour le dessin en métier. Il y a eu des virages, des intersections, des carrefours, et à chaque embranchement, des choix qu'elle a faits pour avancer vers des choix qui lui permettent de transmettre de plus en plus qui elle est et ce qu'elle a à dire avec la pointe de ses crayons, de sa plume et de son stylet. J'ai donc eu envie de la rencontrer pour échanger avec elle sur le thème du choix, à travers son parcours, ses choix professionnels et plus globalement sur sa relation au choix. Matou a tout de suite été partante. En janvier dernier, j'ai donc débarqué chez elle avec mon micro, mes questions et de bons gâteaux, et nous avons conversé un long moment autour du thème du choix et d'une bonne tasse de thé. Au cours de notre conversation, Matou et moi avons parlé entre autres de son parcours professionnel qui l'a fait passer du conseil politique au métier d'illustratrice, du chemin long et sinueux qu'elle emprunte régulièrement avant de faire un choix, et de sa capacité à assumer ses choix sans réserve une fois qu'ils sont faits. Du syndrome de l'imposteur qui l'accompagne depuis ses débuts d'illustratrice autodidacte, de son processus de créativité, de son aventure entrepreneuriale et des paliers qui l'ont jalonnée jusqu'à présent, de son cheminement vers le métier d'autrice illustratrice de plus en plus marqué, assumé, affirmé et épanouissant, de sa recette pour faire un choix juste pour elle, ou encore du fait qu'il faut parfois du temps pour assumer ses choix, que bien souvent nos choix sont déjà faits, mais qu'ils sont retardés ou empêchés par peur des conséquences de nos choix. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Matou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc, dans Avez-vous choisi, le podcast qui invite à tout choisir dans sa vie. Je te remercie de m'accueillir chez toi. J'ai découvert récemment que tu étais angevine, donc formidable. Avec plaisir. Merci d'être venue. Donc tu es illustratrice
Tu as lancé un blog en 2007 qui s'appelait Crayon d'humeur. Tu es auteur également, tu as pu publier plusieurs livres, et notamment dernièrement un roman graphique qui s'appelle Et puis Colette, que tu as co-écrit avec une amie, je crois, Sophie Henrionnet. Voilà, moi je fais les dessins et elle a fait les textes, l'histoire, etc. D'accord. La scénariste. Ce que j'adore dans tes dessins et dans tes textes, justement, c'est que je trouve que tu croques la vraie vie, les dessous et les dessus de la vraie vie dans toutes ses imperfections, avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'émotion. Et je trouve très agréable et percutant la manière dont tu parviens en fait à nous montrer la vie telle qu'elle est en fait, et d'assumer, de déculpabiliser, de faire redescendre la pression. Donc merci beaucoup pour tous ces dessins que tu nous proposes. Et je sais pas si tu connais une femme, je crois qu'elle est australienne, qui s'appelle Céleste Barber. Oui, bien sûr. Bah voilà, donc qui fait des petites vidéos sarcastiques et ironiques de la vie parfaite des mannequins sur Instagram. Ouais, exactement. Et voilà, ça me fait vraiment penser à ça en version illustration. Ah bah ça va, j'aime bien cette petite comparaison, ça commence bien. Et donc moi j'ai eu envie de te rencontrer parce que je connaissais déjà ton travail à travers tes dessins, et puis donc j'ai lu Et puis Colette il y a quelques semaines. Et j'ai été très touchée par ce roman graphique, et notamment par la place centrale que le choix tient dans ce livre. Et donc j'ai vraiment eu envie de te rencontrer parce que je trouve que, sans trop dévoiler l'intrigue du roman, on fait la connaissance d'Anouk, donc, qui est cette trentenaire parisienne qui est un petit peu... qui ronronne dans un train-train quotidien qui la satisfait moyennement, mais bon, qu'elle mérite d'exister, en gros. Tout à fait, exactement. Et puis qui un jour est complètement bousculée dans sa vie, et qui reçoit un appel qui va changer sa vie. Et elle se retrouve notamment tutrice d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Colette. Voilà, et j'ai trouvé qu'en fait... dans cette rencontre qui est racontée entre donc Anouk et puis Colette, on suit vraiment le cheminement d'Anouk dans son processus de choix, où on la sent tirailler régulièrement entre le cœur et la raison, et le cœur et la raison, etc. En fait, en fermant ce livre-là, je me suis dit, j'adore déjà, j'adore la place du choix dans ce livre, et puis je me suis dit, et Matou, quel est son rapport au choix, justement? Il est multiple, il est très complexe, je pense, mon rapport au choix. Mais j'aime bien ça. Moi, je vois les choix comme des défis. Ou les défis comme des choix. Je sais pas, l'un ou l'autre. En tout cas, je regrette pas mes choix. Enfin, en tout cas, je suis pas quelqu'un qui va dire je regrette ça. Non, Tu assumes tes choix. J'assume assez mes choix. Ouais. Ça oui, et puis des fois on se rend pas compte en fait qu'on a fait un choix. Je sais pas si ça t'arrive. Moi j'ai avancé, je dis finalement en fait j'ai décidé sans m'être rendu compte que j'avais décidé. Après, moi qui suis une énorme névrosée, une grande angoissée, j'oscille quand même beaucoup. Je peux dire que effectivement j'assume mes choix, mais j'ai du mal quand même à les faire, et je peux débattre longtemps avec moi-même ou avec mon entourage qui est très fatigué de ça pour savoir quel choix justement faire. Et c'est marrant que t'en parles, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, parce que j'ai décidé dans mon prochain livre d'aborder le thème du doute. Et des angoisses et des peurs, donc c'est parce que quand même je pense que ça prend une grande place dans ma vie, je pense dans la vie de beaucoup de gens, et ça nous empêche parfois de faire des choix, ou en tout cas ça ralentit ma façon de faire des choix en fait. D'accord, donc en fait une fois que les choix sont faits de ton côté, c'est assumé, c'est clair, c'est fait. Tu reviens pas dessus, en gros. En revanche, t'as toute cette phase en amont qui peut être longue et sinueuse. Longue et sinueuse. Et très impliquante pour ton entourage. C'est ça? Ouais, c'est-à-dire que oui, voilà, exactement. Surtout, je trouve dans mon métier où c'est de plus en plus difficile de dire non. Et donc, de faire un choix par rapport à des propositions, par rapport à des projets.
Donc effectivement... Ouais, on va revenir là-dessus parce que je pense que ça fait effectivement partie de l'aventure entrepreneuriale en général. Oui, je pense effectivement. Tu as tout à fait raison. Je pense que quand tu dis ça, c'est que ça doit faire aussi écho chez toi, je pense. Et à partir du moment où tu décides toute seule de prendre en main ta carrière professionnelle, effectivement, tu es face à des doutes et à des choix et des questionnements assez complexes. Et récurrents. Et récurrents, oui. Exactement. J'aimerais beaucoup savoir comment le dessin est entré dans ta vie. Je dessine depuis que je suis petite. C'est facile de dire ça puisque comme on commence par dessiner à la maternelle, c'est assez bateau, mais c'est vrai, j'ai continué. J'ai pris quelques cours de dessin quand j'étais au collège et au lycée parce que les cours du mercredi, aux Beaux-Arts, etc. Et puis, mais j'ai jamais fait d'école parce que c'était pas forcément la voie qu'on m'a indiquée, on va dire. Et donc, j'ai fait autre chose. J'ai fait des études sérieuses, entre guillemets. Et en fait, c'est encore une histoire de choix. C'est-à-dire qu'à l'âge où j'ai pu faire le choix libre, consenti, d'adulte, de prendre le risque de tenter, j'ai tenté. J'ai fait le choix d'en faire mon métier. Après, j'ai fait le choix d'en faire mon métier à partir de 2011-2012, alors que, une partie de mon métier, parce que j'étais graphiste et illustratrice, et que c'est que depuis 2016 que je suis que illustratrice. Et donc j'ai pris cette décision en 2011-2012 de vendre mes dessins, alors que j'avais repris le blog depuis 2007. Donc tu vois, j'avais commencé quand même à reprendre un dessin régulier pour pouvoir... me sentir plus à l'aise et puis travailler mon trait. Donc en fait, tu as fait des études de sciences politiques. Sciences politiques, et pourquoi c'était pas, d'après ce que j'ai compris, c'était pas un choix très engagé, c'était... c'est-à-dire que je pensais que j'étais pas assez douée en dessin pour faire du dessin. Mes parents m'ont pas forcément encouragée dans cette voie-là, et je pense que c'était plus rassurant de faire une voie. C'était plus rassurant pour tout le monde en fait. C'est-à-dire moi, la voie d'Hippocagne et de Sciences Po, c'était la voie des élèves bons, j'étais pas bonne mais moyens, qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ça nous permettait d'avoir quelques années en rame pour ne pas avoir à choisir, justement, à faire trop vite un choix. Et donc c'était parfait, et puis pour mes parents c'était rassurant. Donc c'était très bien, c'était parfait pour tout le monde. Donc j'ai fait Hippocagne à Angers, puis après je suis partie, j'ai fait Sciences Po à Aix en Provence. Et là j'ai continué, j'ai repris le dessin parce que je dessinais dans le journal de Sciences Po, je me souviens de ça. Et j'ai continué de toute façon à faire des petits dessins à droite et à gauche. Comme ça, j'ai jamais vraiment arrêté. Oui, je me souviens que j'avais dessiné tous les élèves dans la classe d'Hippocagne aussi. Oui, donc oui, ça n'avait pas... Donc t'as jamais lâché le dessin, mais c'était toujours le plaisir à côté, le petit truc en plus. Exactement, exactement. Et quel a été l'élément déclencheur pour que tu choisisses de te dire cette activité que j'aime beaucoup, je fais le choix de la mettre au cœur de mon activité professionnelle? Au cœur vraiment, c'est-à-dire que j'ai commencé à vendre mes dessins un petit peu parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé des dessins. Moi je trouvais que c'était pas terrible, mais bon, je me suis dit s'ils l'achètent c'est que ça doit aller. Mais vraiment au cœur de mon travail, c'est-à-dire que ça, à partir du moment où j'ai sorti mon premier livre, où il a été édité, les Wonder Woman aussi mettent une culotte gainante, à partir de là je me suis sentie un poil plus légitime. Mais au final, c'est puis Colette qui m'a réconciliée un peu plus avec mon syndrome de l'imposteur, parce que je me dis j'étais capable, c'était mon défi en fait de raconter une histoire, que c'est du sens, que les gens comprennent, sur 200 pages, ça c'était un vrai défi. Et donc là j'ai eu l'impression de remplir plus la case autrice, illustratrice de bande dessinée. Donc oui, là, à ce moment-là, donc c'est-à-dire l'année dernière. Voilà. Donc finalement, c'est un choix qui s'est disséminé petit à petit au fur et à mesure des opportunités. Oui, aussi, c'est-à-dire effectivement, moi je parle que de chance, mais en fait c'est pas vrai, puisqu'effectivement on la provoque et que j'ai fait aussi des choses pour que j'en arrive là, et j'en suis très heureuse, mais effectivement j'ai pas décidé du jour au lendemain que je serais illustratrice. Mais parce que ce choix-là, pour moi, il est compliqué, parce que l'assumer a été compliqué. Dû à ce syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont, je pense. Donc, oui, voilà. Ça doit résonner pour quelques personnes, effectivement. Je ne pense pas être la seule, voilà. Comment
Comment tu as choisi le nom de Matou? Parce que tu n'utilises pas ton prénom et ton nom en tant qu'auteur-artiste. Pourquoi Matou? Alors, parce que quand j'ai rencontré mon amoureux actuel, futur, voilà, enfin actuel, c'est genre, peut-être que demain je vais changer, mais non. Quand j'ai rencontré mon amoureux, il avait une petite fille qui avait 3 ans. Et donc, elle m'a appelée Matou parce que maman s'était donc déjà pris. Oui. Et donc, au fil du temps, elle a commencé à m'appeler Matou. Et au final, Johan m'a appelé Matou. Et tout le monde a commencé à m'appeler Matou. Et maintenant, tout le monde m'appelle Matou. Même mes parents m'appellent Matou. D'accord. Alors qu'ils n'avaient jamais appelé Matou avant. C'est ta nouvelle identité. Voilà, ça a créé une nouvelle identité. Et puis, c'est arrivé vraiment en parallèle de mon travail d'illustratrice. Donc, c'était assez idéal pour moi. Et ça me permettait, par rapport à mon syndrome de l'imposteur, encore une fois, de me cacher quand même derrière quelqu'un qui n'était pas moi, mais presque moi. Un peu quand même. Voilà. Une sorte d'avatar. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai hésité à me dire est-ce que je mets Matou, est-ce que je mets Mathilde, est-ce que je mets mon nom Voilà, mais non. En fait, ça me va comme ça. Pour l'instant, ça me va. Super, c'est le plus important. J'assume mes choix, je te dis. Donc, oui, c'est voilà. Super, parfait. Poursuis comme ça. Ouais. Comment tu définirais justement ta signature et ta singularité en tant qu'illustratrice? Je trouve que mon dessin, c'est pas ce qui... Enfin, je veux dire, je suis pas illustratrice de métier, c'est-à-dire j'ai pas une formation, etc. Donc moi, le dessin est arrivé un peu parce que je voulais dire des choses et par rapport à un message que je voulais faire passer. Donc moi, ce qui, à mon avis, me définit le plus, c'est ce mix entre texte et dessin, et toujours cet entre-deux. Alors, il y a certains dessins où il y aura aucun texte parce que je pense que voilà, le sens est assez clair, mais souvent voilà, ça va être cette petite phrase, la petite note qui va soit le plus subtilement possible, ça fait un peu je me répète, mais c'est pas, je veux pas dire ça dans cet esprit-là, mais essayer de trouver toujours la petite phrase qui va te faire twister ou donner le sens que je veux donner, qui souvent est en léger décalage avec le dessin ou autre. Voilà, je dirais ça. Et justement, comment tu travailles pour choisir cette juste combinaison entre les bons mots et le beau dessin? En général, je trouve le texte d'abord. D'accord, tu pars du texte. Ouais, l'idée vient d'abord, c'est-à-dire, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Et souvent, j'écris quelque chose avant de dessiner quoi que ce soit. Et quand tu dis t'écris au kilomètre ou t'as eu vraiment une phrase qui arrive facilement? C'est souvent des petites phrases. Dans mon téléphone, j'ai plein de notes où je note des bouts de mots, des bouts de phrases, des anecdotes que Louise va dire ou des choses comme ça. Et puis quand j'ai besoin parce que voilà, le jour du dessin arrive, quand j'ai besoin de trouver un dessin pour le lendemain, pour le poster, etc., souvent je relis mes notes. D'accord. Et donc parce que là, toi tu publies 3 fois par semaine, c'est ça? Lundi, mercredi, vendredi. C'est mon rythme. Alors après, je mets des fois des anciens dessins quand j'ai pas le temps. Et depuis quelques temps, j'ai une community manager qui m'aide là-dessus, qui m'aide à planifier, qui m'aide à organiser, qui m'aide à y voir plus clair dans les posts. Ça m'aide beaucoup. Parce que c'est quand même pas mon métier principal, même si je tiens quand même toujours à garder ce lien-là avec les gens. Je trouve ça super, super chouette, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que j'arrive à trouver du temps et pour les livres et pour mes engagements avec mes engagements en termes de publicité, quoi. Et quel est le message que tu choisis de porter et de transmettre dans tes mots et puis dans tes dessins et dans cette combinaison que tu cherches à être la plus équilibrée possible? Le message principal serait, à mon avis, on fait ce qu'on peut. Et c'est déjà pas si mal, en gros. Et donc ça se développerait sur tous les sujets, que ce soit les sujets de la parentalité, les sujets de l'acceptation de soi, les sujets du travail, les sujets de la vie de tous les jours et ce qu'on nous impose nous, les femmes encore plus, mais voilà, cette espèce d'obligation de la perfection et de la réussite absolue, amplifiée par les réseaux sociaux qui nous montrent toujours une image parfaite. Donc mon objectif à moi, même si je joue dans la même cour que tout le monde, donc je joue aussi le jeu de cette perfection, mais c'est d'essayer de la déjouer, quoi, au maximum, et de dire, et de faire plutôt passer le message que de toute façon il y
y a des vrais êtres humains derrière toujours ce vernis de la perfection, quoi. Et qu'on est tous un peu imparfaits, qu'on est tous un peu fatigués, qu'on est tous un peu d'occasion, un peu cabossés, et que c'est chouette, quoi. Et que tout est parfait comme ça avec toutes ces imperfections. Bah que non, parce qu'on a des jours de merde, on a tout le monde, on a tous des journées de merde, voilà, mais c'est pas grave. Ouais. C'est la vie, comme on dit. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est pas forcément ces jours-là, on va les poster en story en disant ouais, super, je mange une soupe. Bon, voilà. C'est sûr, mais où je suis à la bourre pour les devoirs, ou voilà, enfin, ce genre de choses qui nous arrivent quotidiennement. Voilà. Oui. La vie, c'est surtout ça, parfois. Oui, la vie, c'est surtout être en retard, courir après le temps, dire dépêche-toi, finir son boulot à temps, préparer à manger, border les lits. Voilà, c'est ça la vie. Et en même temps, c'est comment est-ce qu'on choisit de vivre ces moments-là aussi qui composent notre quotidien. Je pense que c'est ça que je lis à travers tes messages aussi. Moi, en fait, si j'ai commencé à dessiner, à dire ces messages-là, c'était d'abord pour moi, en fait. C'est hyper égoïste à la base. C'était juste pour m'aider, moi, à essayer de me dire t'es pas si nul que tu penses l'être, tu fais bien comme tu peux et ça ira bien. Puis au final, ça a résonné chez d'autres gens. Parce que je pense que c'est aussi un mal très contemporain, en fait. Bon, je parle des réseaux sociaux, mais aussi globalement, en fait. Parce qu'aujourd'hui... moi, je n'imaginerais pas ma vie sans travailler, mais il faut aussi être une mère vraiment disponible, parfaite, et alors que c'est pas possible d'être un parent parfait, à mon sens, on fait que des erreurs tout le temps, et d'ailleurs, des fois même, on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, moi je me suis dit au départ, je fais comme je peux, puis au final ça a résonné, et maintenant je dis plutôt on fait comme on peut, mais c'est la magie de la communauté et du partage entre tout le monde, quoi. C'est un message universel en fait. Là, voilà, je pense pas avoir inventé la poudre là-dessus, mais en tout cas c'est ce que j'aime, travailler en tout cas, comme sujet. Justement, dans ce processus créatif que tu as décrit tout à l'heure, quelles sont les conditions que petit à petit que tu as identifié et que maintenant tu choisis de créer pour pouvoir toi-même être très créative au cours de tes journées? J'ai un bureau à l'extérieur, enfin j'ai pas un bureau qui n'est plus à la maison. J'ai travaillé à la maison pendant 5 ans. Oui. Maintenant, ça fait 2 ans, presque 3 maintenant qu'on a un bureau en centre-ville. C'est un appartement qu'on a transformé en bail professionnel. D'accord. Avec, on est 4, il y a 4 places. Il y a mon amoureux qui est graphiste, il y a une autre personne qui travaille dans le domaine de la musique, et puis il y a une autre graphiste illustratrice aussi. D'accord. Donc on est tous les 4 différents et en même temps très semblables, donc ça nous permet d'apporter déjà une certaine vie, je suis pas enfermée toute seule à me faire un thé froid toute seule devant mon ordinateur, et on est tous les 4 à discuter, etc. On peut échanger sur nos métiers, on a des avis sur nos créations, on a des avis sur nos devis, on a des avis sur telle relation client, etc. On a des avis sur les contrats, enfin voilà, on échange les uns les autres. Et ça c'est très enrichissant pour moi, et c'est un choix, je pense, ça a été un très très bon choix, moi je pense, pour que je puisse être pas forcément plus créative, mais au moins plus libre et plus organisée. Ensuite, pour la créativité, c'est compliqué. Et quand vraiment je suis en phase d'écriture de livre, je pars du bureau, je pars le plus possible loin. Loin. C'est-à-dire, je vais dans des bars pour écrire tranquillement, avec plein de bruit autour au final, c'est paradoxal, mais ça me permet plus de me concentrer, parce que je suis dans un endroit qui n'est pas au bureau, ou à la maison, où j'aurais mille choses à faire. La semaine dernière, je suis partie à la mer avec une amie pour écrire, quoi, pour vraiment être dans une phase, parce que là j'étais vraiment dans une phase d'écriture plus dense, donc là il me fallait 3-4 jours, et là, j'ai le luxe de pouvoir faire ça, parce que c'est pas facile, parce que c'est Yoann qui a gardé les enfants, qui s'est occupé de tout en attendant, mais c'est pas possible tout le temps et pour tout le monde, mais c'est chouette. Enfin, moi ça me permet de bloquer une semaine comme ça, et je reviens, j'ai tous mes textes décrits, et c'est vraiment nécessaire pour la créativité. La créativité, désormais, je pense que tu m'aurais demandé ça il y a 1 an, je t'aurais dit oui, pas de souci et tout, mais je trouve que c'est de plus en plus compliqué, quoi, de trouver un espace créatif. Et c'est un espace créatif
que toi tu trouves à travers le lieu. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu qui va t'aider en fonction du type de création que tu veux proposer et de l'intensité que tu veux y mettre. Tu vas je vais te déplacer. Je vais mettre de la musique je vais m'enfermer un peu dans une bulle n'importe où, du moment que ce soit ni au bureau ni à la maison. Puisque au bureau, je vais avoir les collègues autour de moi, je vais avoir envie de leur parler, on est quand même paradoxalement assez studieux, mais je suis dans une ambiance que je connais très bien. Alors que quand je vais par exemple chez Cardinal, que je connais très bien aussi, maintenant c'est un café qui est pas loin du bureau, mais je sais pas, j'arrive à créer cette bulle qui me permet de rester, de m'enfermer, et puis je me dis, là, t'es dans un bar, tu lâches ton travail, ton vrai travail officiel, et là t'as ta fille à aller chercher à 17h30, donc là t'as 2 heures, il faut y aller en fait, parce que sinon ça sert à rien, t'as encore perdu l'après-midi. Donc il y a aussi ces mécanismes-là qui se mettent en place, quoi. Donc t'as besoin d'avoir du monde autour de toi, et en même temps t'as besoin de créer les conditions pour pouvoir te concentrer, être focalisé. Exactement. Et te dire, j'ai mes contraintes de temps, et pendant ce temps-là, j'ai besoin que ce soit l'autoroute de la créativité, en gros. Je crée les conditions idéales pour pouvoir vraiment être disponible à mon inspiration et à ma créativité. Exactement. Sachant que le summum étant de ne pas avoir d'horaire, etc. Donc, d'où la semaine dernière, aller à la mer où j'ai pas de dîner, j'ai pas d'enfants à aller chercher à l'école, ni rien, j'ai pas de coucher et tout. Et je peux écrire non-stop. Ça, c'est quand même beaucoup mieux. Mais j'en parle souvent avec Sophie Orionet, ma scénariste, qui écrit des romans et qui a 4 enfants et une vie très 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 remplie. Et c'est vraiment extrêmement compliqué parce que en fait, on peut pas créer juste 5 minutes, en fait. On peut pas se dire... si, c'est vrai qu'on note tous des choses à droite et à gauche. Mais écrire un livre, c'est pas 1 heure par jour, il nous faut 4 heures, quoi. Il faut une plage horaire hyper longue. C'est compliqué, en fait, à trouver. C'est compliqué de régler ça, de le caler de manière régulière dans la journée. Puis après, on peut se dire, tiens, cet après-midi, je vais essayer d'écrire. Et puis, en fait, y a rien qui vient, quoi. Donc, c'est un métier... mais tellement génial, enfin c'est super de se dire j'écris des livres, qu'est-ce que tu veux dans la vie, j'écris des livres, je dessine, c'est super chouette, et en même temps c'est hyper complexe de trouver ces temps de créativité, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu artiste maudit de dire ça en disant il faut que je trouve l'inspiration, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment... je découvre ça parce que je pense qu'avant j'étais soit plus jeune, soit moins fatiguée, soit je ne sais pas. C'est sûr que j'étais plus jeune avant, mais c'est plus compliqué, quoi. Il faut vraiment se battre avec soi-même pour trouver du temps. Et en tout cas, tu te dis que tu as besoin de créer le cadre qui va être propice ensuite à la liberté et à la créativité de ton geste et de tes mots, en fait. Exactement. Après, je pense que le propre de nos métiers aussi, où au final, même quand on est en vacances, on n'est pas en vacances. C'est difficile de couper, je trouve. N'importe où, on peut trouver une idée. N'importe où, on va pouvoir avoir... envie de noter quelque chose typiquement la douche, on en parlait parce que c'est quand même le moment où finalement on trouve pas mal d'idées le matin, on est encore un peu dans les brumes de la nuit et on peut trouver des fois pas mal d'idées, et là je pense que c'est propre à tout le monde, pas forcément quand on écrit un livre, etc. Et c'est là où tu vas dénouer des trucs qui t'angoissent, des organisations de fêtes de famille, de machin et tout, des décisions que moi je prends souvent à la douche. Toi, ça t'arrive pas, toi ? Si, parce qu'en fait, tu peux avoir... en gros, t'as posé ton problème avant, ta problématique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de laisser un peu s'échapper l'esprit, faire autre chose. Et c'est en faisant ce pas de côté que les solutions vont commencer à arriver. Et de manière beaucoup plus créative que si on s'était vraiment concentré en se disant mais c'est maintenant qu'il faut que je trouve la solution. Et là, Tout à fait. La petite échappée, on chante sous la douche et puis t'as coup, mais oui, c'est ça. Il faut que je fasse comme ça. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ça. Voilà, la théorie de la douche. La théorie de la douche. Un prochain dessin peut-être. Et justement, si tu devais choisir un dessin parmi tous ceux que tu as déjà créés, qui t'a marqué ou qui t'a... je pense que c'est tous les dessins que j'ai faits sur l'estime de soi et le sorry, not sorry, qui est un peu mon leitmotiv du moment, parce que c'est ma problématique sur laquelle j'essaye de travailler pour vraiment
Comment dire, j'allais dire être en paix avec moi-même, mais je déteste ce terme, mais en tout cas ne plus pas indulgente avec moi-même, voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus dure, parce que je suis hyper exigeante avec moi-même à des niveaux complètement délirants. Donc voilà, je pense que ce serait bien un peu que je me laisse moi-même respirer et que je me dise que c'est pas grave en fait si j'y arrive pas. Tous les objectifs que je me fixe. Donc voilà, tous ces dessins-là où je dis, voilà, le dessin avec l'arbre et les cœurs, et, sur l'estime de soi, sur... oui, aussi le dessin où Louise me dit, dans le magasin des mamans, j'aurais choisi toi, et que je me dis, voilà, en fait, voilà, on se détend, quoi. Oui. Arrêtons de se prendre la tête trop aussi. Oui. Je me dis ça, mais j'arrive pas. Oui, voilà. Mais en tout cas, l'intention est là. L'intention est là, voilà. Et puis surtout, dans le message avec l'impact de tes dessins, c'est aussi cette invitation que tu relais à se traiter avec gentillesse, avec bienveillance, avec honnêteté, et avec respect, en fait. C'est ce que j'ai écrit en partie dans la conclusion de mon prochain livre, c'est... ce que j'essaie en fait ça m'a un peu illuminé, parce que quand j'ai trouvé cette étude ou je sais pas quoi, où on disait est-ce que tu dirais ce que tu es en train de te dire à ta meilleure amie, tu connais cette et je me suis dit non mais en fait jamais, parce que moi au contraire quand je parle avec quand je suis dans un rapport avec tous mes amis autour de moi, je suis dans une hyper indulgence, et même c'est même pas de l'indulgence en disant je lui dis qu'elle est sympa alors que je le pense pas, c'est juste que moi vraiment au fond de moi je suis c'est de la sincérité, vraiment sincère dans mais attends c'est génial, t'as fait ça, c'est super, etc. Et on a même une expression avec ma meilleure amie Pauline où on se dit bah fais-toi des bisous à toi-même, là c'est bien, t'as réussi ça et tout, quand on parle de ce qu'on a fait dans ma semaine et tout, et souvent en fait elle me dit ça et je réalise que oui c'est vrai, effectivement moi je voyais plutôt ce côté-là qui était plus négatif. Et donc je me suis dit ça, effectivement en fait faut plutôt que j'arrive à essayer d'être aussi joyeuse, gentille et amicale avec moi-même. Je crois que je sais pas si oui, tout à fait. Mais si, ça commence par là, en fait. Finalement. Oui, probablement. Mais ouais, ça c'est... Je trouve que ça serait pas mal, ça. Voilà, tous les ans, je me mets des objectifs beaucoup trop. Mais je me mets des objectifs, ça pourrait être mon objectif 2019. Être sympa avec moi. Allez, hop. C'est noté. On est en janvier, je peux encore. On a abordé tout à l'heure le fait que ton activité d'illustratrice, c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Et donc justement, je serais très intéressée de connaître avec quelle intention t'es partie dans cette activité indépendante d'auteur, illustratrice, graphiste au départ aussi. Tu veux dire par rapport à la prise de risque ou... Justement, pourquoi partir vers un statut d'indépendant, par exemple, sur ce métier-là en fait, j'ai eu... je finissais un emploi qui s'était mal passé, la structure dans laquelle je travaillais périclitait, et faisait des licenciements économiques à droite et à gauche. Donc moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour en sortir le mieux possible et le plus rapidement possible, parce que ça devenait psychologiquement pour tout le monde pas forcément très évident. T'étais dans le conseil politique, je crois, c'est ça ? Dans le conseil politique, c'est-à-dire que, pour donner un exemple plus concret, je travaillais sur des projets d'acceptabilité. Enfin, je travaillais sur l'acceptabilité de projets économiques ou écologiques, type la création d'un parc éolien, par exemple. Alors voilà, un parc éolien terrestre, ça veut dire placer des éoliennes sur des terrains qui appartiennent à des gens, type par exemple un agriculteur ou autre. Il faut aller interroger ces gens-là pour savoir si ils sont ok ou pas ok, les élus, les riverains, etc. Après, il peut y avoir aussi des associations écologiques dans le coin qui ne sont pas d'accord pour telle ou telle raison, parce qu'il y a le nichage d'un oiseau rare. Voilà. Donc moi, c'était essayer de tester le degré d'acceptabilité de ce projet-là, savoir si oui ou non on pouvait le mener à bien. Donc c'était bien, mais c'était pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a une sorte de grand écart. Oui, voilà. Mais en fait, j'ai commencé à maqueter tous les supports de communication qu'on créait pour nos clients. J'ai fait parce que en autodidacte, j'avais commencé à me familiariser avec tous les logiciels
mise en page d'Adobe. Et puis en fait, j'ai fait quelques formations, puisque j'étais salariée, donc c'était l'occasion. Et ça m'a permis justement de justifier d'une compétence et de la renforcer. Et donc, au sortir de tout ça, avec ma rupture conventionnelle de signer, mes formations, mon amoureux qui à ce moment-là avait un métier stable, voilà, ça rassurait mes parents. Bon, mes parents, j'étais grande quand même, mais bon, globalement, c'était une situation qui me disait, mais là, ça le s'y chant prête, est quoi. possible, quoi. Le chant est possible. Donc je lance la boîte, un mois après, j'étais enceinte, donc bon... J'ai pas vraiment pris le temps. Voilà, c'était un peu l'anarchie totale, mais c'était joyeux. Et puis au final, c'est arrivé vite. En fait, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont proposé voilà, des petits projets, des petites missions, etc. Puis petit à petit, comme ça, c'est monté. Je ne peux pas expliquer comment j'en suis arrivée, où, comment, pourquoi. Beaucoup les réseaux sociaux, bien entendu. Et voilà, c'en est arrivé qu'à un moment, je me suis dit, mais non, je vais plus faire de graphisme, je vais plus maqueter d'affiches ou de flyers, etc. Je n'ai pas le temps. Je vais faire juste des dessins. Et puis t'es allée vers ce que t'aimais profondément, en fait. Oui, voilà. Bon, après, ça me fait que maintenant, je ne fais plus que du dessin. Que je n'ai plus... J'aimais bien aussi, tu vois, faire un peu de graphisme, changer, faire un peu d'illustration. C'était pas mal aussi comme... Mais c'est plus mon cœur de métier, c'est plus ma compétence en fait véritable, là où je trouve que j'ai une valeur ajoutée auprès de mon client et un vrai conseil, un apport de compétences, c'est plutôt le dessin et l'illustration. Parce que, il faut là peut-être que je précise, parce que je fais des livres, je fais des dessins sur mon blog, mais aussi ma source principale de revenus, c'est la publicité. C'est-à-dire que j'ai un agent qui me propose des contrats et je dessine pour des marques qui après les diffusent en fonction des campagnes qui sont décidées, soit de l'affichage, soit du web, etc. etc. Donc je vais faire des dessins. C'est ça qui est beaucoup plus rémunérateur pour moi, qui me permet de continuer à faire des livres. Est-ce que tu choisis du coup les projets et les clients avec qui tu travailles ? C'est très compliqué parce que je ne sais pas dire non. Donc j'ai pris un agent pour que l'agent dise non à ma place, mais comme j'ai du mal à dire non à mon agent, voilà, Tu vas prendre un agent d'agent peut-être ? Oui, il faudrait que j'apprenne à l'agent. Non, mais c'est là où je me dis que moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui fasse vraiment barrage, qui me connaisse bien et qui soit vraiment dans l'assistanat total. Parce qu'un agent va être plutôt un apporteur d'affaires au final. Donc c'est vraiment intéressant pour moi effectivement parce que et puis elle va deviser aussi les budgets. Donc moi j'ai pas à parler d'argent, à négocier des tarifs parce que je suis incapable de mettre une valeur sur mon travail. Donc c'est vraiment très aidant d'avoir quelqu'un qui connaît les tarifs, dont c'est le métier, effectivement. Mais moi, j'aurais besoin de vraiment, comme tu dis, pour ouvrir la boîte de la créativité, il faudrait que je puisse céder une grande part de gestion à quelqu'un qui puisse s'occuper de tout. Une sorte de Mary Poppins, quoi. Après, elle est repartie dans son nuage, c'est marrant. Je pense que j'aurais du mal. Et donc justement, comme dans toute aventure, parce qu'on parle d'aventure entrepreneuriale, tu viens un petit peu de l'évoquer, il y a des niveaux à passer, il y a des étapes à franchir. Est-ce qu'il y a rétrospectivement des choix que tu as dû faire, ou que tu as choisi de faire régulièrement au fur et à mesure de ton parcours, pour justement te recentrer sur ce que tu veux vraiment faire en termes d'activité. Tu as commencé à l'évoquer avec le fait d'avoir pris un agent. Il y a certains clients avec lesquels j'ai arrêté parce que je me sentais pas à l'aise avec l'état d'esprit. Après, c'est difficile parce que c'est toujours des sous et c'est toujours bien. Enfin... Oui, c'était au niveau des valeurs que t'étais pas... de la manière de travailler. La manière de travailler, j'étais pas en accord avec l'agence. Voilà, mais ça a été compliqué parce qu'effectivement, c'était un revenu mensuel en plus. Que les dessins tous les mois, c'est vraiment une sécurité pour nous, parce qu'on est publié une fois par mois, enfin ils publient 4 dessins par mois, ou 2 dessins par mois en fonction de la diffusion, etc. Et moi ça me permettait d'avoir un revenu régulier, donc effectivement c'était dire adieu à un certain revenu, mais ça se fait à partir d'un certain niveau aussi de notoriété aussi. De notoriété, et oui, d'avancement dans son métier. Mais voilà, c'est ça, tu es connu dans ton métier, donc tu as la possibilité, en disant non à un client, d'en choisir peut-être un autre parmi ceux qui éventuellement t'ont déjà contacté. Ou te dire, ça va venir. Je vais trouver. Je peux me permettre de...
Ça, c'est vraiment un choix qu'on ne fait pas au début. Au début, on prend tout ce qui passe. Et vraiment. En fait, on a forcément dans un cheminement d'une aventure entrepreneuriale des phases et des jalons qui font qu'on fait des choix et qu'on de plus en plus, j'imagine, et surtout quand on gagne en notoriété dans son métier, bah, tu as de plus en plus les moyens d'être libre de tes choix. En tout cas, tu t'y autorises davantage. Exactement. Moi, je pense que le choix est un luxe quand même dans nos métiers. Quand on dit non, enfin, quand je dis le choix est un luxe, dire non est un luxe. Moi, je trouve. Mais c'est un petit côté badass, quoi, quand même. On dit bon, tant pis, je fais ça. Je pense à une illustratrice qui s'appelle Digli, qui est une lyonnaise, qui faisait des couvertures de livres, et elle voulait, sur la couverture du livre, c'était une histoire qu'elle avait lue, un roman, voilà, elle devait illustrer la couverture, elle avait lu, ça parlait d'une fille un peu ronde, dans mon souvenir, à qui lui arrivait plein d'aventures, et elle avait dessiné une fille assez bien en chair sur la couverture, qui avait été refusée par l'éditeur, à mon souvenir. Peut-être que je fais un raccourci dans cette histoire, mais globalement elle avait dit moi de fait j'ai dit non, j'ai dit j'arrête, je le ferai pas. Elle disait c'est un luxe en fait, moi, de dire non à un travail en fait. Mais c'est un non qui permet de se dire oui à soi aussi, c'est-à-dire d'être aligné avec le message qu'on veut porter, les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, Exactement. Et elle a eu, je pense, on était toutes d'accord pour penser, je pense qu'elle a eu raison de le faire. Et voilà, et moi, les fois où j'ai dit non à un éditeur à une année qui m'avait proposé un travail qui, moi, me semblait pas assez cher. L'année d'après, ils m'ont rappelé avec plus de sous pour un projet, en plus... hyper personnel, hyper original, etc. C'était le Joyeux Journal en fait. Et j'ai dit oui. Donc en fait, j'ai eu bien fait de dire non un an avant, même si j'étais tétanisée de peur d'avoir dit non. Oui. Et en même temps, je pense que comme tu disais, pour toi qui a du mal à dire non, c'est aussi un levier de se dire en fait, je dis pas non, je me dis oui. Ce qui ça, encore, c'est vrai, effectivement, je t'avoue que ça peut être une très bonne porte de sortie de se dire non, je me dis oui à moi-même. Mais oui, je pense que tu vois, pour quelqu'un qui a du mal à dire non, ou qui peut en tout cas se créer des freins, se dire non, dire non, c'est compliqué pour moi. En fait, c'est pas dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et dans le cheminement que tu évoquais tout à l'heure, de se dire j'ai besoin d'avancer sur mon chemin, de m'accepter, d'être plus indulgente avec moi-même, bah, ça commence peut-être par ça, par affirmer qu'on se dit oui à soi avant de dire oui ou non aux autres. C'est vrai, t'as raison. Ça va être raison, parce que moi je trouve que des fois de dire non aux autres sans savoir qu'on se dit oui à soi, ça même moi me met dans un état de... Ouais, je suis hyper meurtrie en fait de dire non, parce que je dis tu comprends... oui, voilà. Tu vas rentrer dans la justification, dans l'excuse... Et la personne n'en a rien à faire en face, parce qu'en fait un non, ok, très bien, on va chercher quelqu'un d'autre. Enfin, bah c'est oui, pas... oui, c'est ça. Enfin, je dis pas, elle en a pas rien à foutre en disant c'est méprisant à mon égard, au compte, enfin pas du tout, c'est juste, ok, tu dis non, très bien, voilà. Et moi par contre, c'est ce qu'on disait avec Sophie, parce que souvent des fois on envoie des messages aux éditeurs qui nous demandent nos textes pour hier, et qu'on leur dit que malheureusement ça ne sera pas possible et qu'on fera de notre mieux pour l'envoyer dans 4 jours. Et nous, on envoie ce mail, et après, moi je peux plus rien faire avant d'avoir une réponse. Je suis là. J'attends. Stand-by. Qu'est-ce qu'elle va dire. Et puis au final, la réponse arrive 48 heures après, la personne n'a rien à faire, elle me dit oui, ce que tu veux. Enfin, et moi, ça m'a pris 2 jours, quoi. Donc effectivement, ce processus de reprendre tout à l'envers et de se dire non, moi je me libère de ça. C'est vraiment, je me libère, je dis oui, je me libère de la chose, et sans doute beaucoup plus efficace et plus vivable. Tu as raison. À méditer. Exactement. Et justement, rétrospectivement, quel est le choix que tu as fait pour toi qui a été le plus bénéfique jusqu'à présent dans ton parcours, que ce soit personnel ou professionnel? Je crois que, je sais pas, je te dis ça, c'est ce qui me vient à l'idée, mais je sais pas si c'est vraiment vrai. C'est suite à les Wonder Woman mettent aussi une culotte béante. La meuf elle connaît même pas les titres de ses livres. Bon, ça est-ce que c'est sorti, et que c'était vraiment éditer les dessins de mon blog depuis 2015. Donc c'était... j'avais même pas écrit grand chose en fait, en gros c'était retrier, redessiner certains dessins, mais j'avais pas créé un contenu original, il est déjà présent et tout. C'était un travail, mais voilà. Et après ça, comme ça a bien marché, etc., je me suis dit tiens, peut-être que je peux en faire d'autres. Et en fait le choix que j'ai fait peut-être c'est, j'aurais pu m'arrêter là en fait, j'aurais pu m'arrêter,
Après, peut-être faire des recueils de blogs, un Wonder Woman 2, 3, 4, hein. Mais pas devenir auteur, quoi, autrice. En tout cas, pas faire de livres, pas faire d'autres livres originaux, enfin, me dire, tiens, je vais prendre cette idée-là, puis je vais en faire un livre, je vais en faire un livre, je veux dire, je vais en faire une BD, je vais en faire un recueil d'illustrations, etc. etc. Et je pense que ce choix-là, il me plaît bien. Je suis contente. Tu te sens alignée avec ça et... Je me sens alignée, je me sens pas foncièrement très... J'assume pas, mais je suis contente. Parce que je sais que je me sens bien dans ce rôle-là. Je suis super contente de me dire que pendant plusieurs années, je sais pas pendant combien de temps, je pourrais sortir un livre et puis après je pourrais me dire, bon allez, qu'est-ce que je fais d'autre après, de quoi je parle, voilà. Ouais, je suis super contente de ça. Par exemple, là, on m'a proposé de participer à un collectif... c'est des témoignages qui s'appellent les chers corps. Chers corps, comme on dit, chère mamie, chère papy, etc. Donc, C-H-E-R, plus loin, à corps. C'est des vidéos qui ont été créées par une réalisatrice qui s'appelle Léa Bordier. C'est des interviews sur YouTube de personnes complètement différentes, etc., de femmes, et on les questionne sur leur corps, sur leur rapport à leur corps en fonction de ce qu'elles ont vécu. Bon, des fois, des vécus assez durs et douloureux, effectivement. Voilà, des choses assez compliquées. Et en fait, il y a une adaptation de ces témoignages-là qui va être faite en bande dessinée. Et il y a 12 illustratrices qui ont été choisies pour faire une adaptation en bande dessinée des témoignages. Et donc moi... on m'a donné le témoignage d'une personne, Aurélie, qui a été anorexique. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Et j'étais très 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 éloignée de cette personne. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, oh là là, ça va être très très compliqué là. Très compliqué. Et en fait, je l'ai appelée, on a parlé, et je suis super fière de l'avoir rencontrée, d'avoir travaillé sur ce projet. Je suis super heureuse. C'était hyper important en fait, finalement, pour moi. Avec tous les livres, on avance, quoi, vraiment. Et ça, je l'aurais pas eu, quoi, si j'avais pas fait ce choix-là. Si je m'étais dit, je continue à faire de la pub, je continue à faire plutôt des choses, à dire moins mon avis, finalement, en fait. D'apporter moins de moi. Ça veut dire peut-être aussi être un peu... c'est pas égoïste, mais en tout cas, ça veut dire donner beaucoup de soi, quoi. Parce qu'un livre, c'est quand même beaucoup de soi dedans. Même pour Colette, où finalement, l'histoire, c'est pas mon histoire. Mais tu as forcément mis de toi. Mais oui, c'est Sophie et moi. C'est énormément nous, quoi. Donc, je trouve que j'adore ça. Je trouve ça super chouette. Et ça, c'est vraiment un choix dont je suis hyper contente, quoi. Bravo. Voilà. Et pour finir, quelle est la recette qui pour toi fonctionne pour faire un choix juste ? Je dirais un choix qui soit un peu réfléchi, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire, on laisse un peu de place à la logique et au raisonnement, mais on suit quand même l'élan de son cœur à un moment donné. Oui, voilà. Je pense que les choix justes sont des choix... En général, quand on a un choix à faire et que moi je demande un avis à quelqu'un, je sais déjà quel est le choix que je veux faire. Je veux juste être rassurée par les gens autour de moi pour savoir si mon choix va être appuyé, validé par les autres autour de moi. Mais effectivement, je pense qu'en fait, on doit le savoir au fond de nous dès le départ. C'est un peu tout l'enjeu du choix, parce que souvent, on s'aperçoit que les choix, on les a déjà faits, mais ce qui est plus compliqué, c'est d'assumer nos choix et d'assumer les conséquences de ce choix. Et voilà, c'est tout un sujet. Oui, mais je trouve que déjà, moi, je trouve que mon cerveau est beaucoup pris par beaucoup de questionnements. Si en plus je devais y rajouter le t'es sûr, que je me rajoute quand même, hein, mais qu'à bout d'un moment j'oublie, que j'efface en fait. J'ai l'impression. Je dis ça, j'espère que les gens qui vont m'écouter vont pas dire. Les gens que je connais très bien, proches, ils vont dire elle a raconté n'importe quoi. Parce que je sais, la phrase principale que me dit Johan, c'est tout va bien. Il me regarde et fait non mais tout va bien, Matou. Et c'est vraiment la seule phrase qui me calme, je pense. Donc je pense que je dois avoir quand même pas mal d'angoisse et de doute autour de tout ça. Mais effectivement, je pense que... Donc ça veut dire aussi, dans ta recette, ça veut dire savoir être bien entouré pour que tes choix soient accompagnés en fait avec indulgence et puis
et puis bienveillance, quoi. Ouais, moi je fais pas de choix seule. Jamais. Jamais. C'est impossible. C'est ma décision, je veux dire, oui, comme je te dis, je sais très bien quel est le choix que je devrais prendre. Par contre, jamais je le prends seule. Jamais. J'ai au moins 2 personnes à laquelle je vais poser la question avant de faire le choix. Enfin, avant de décider définitivement. Ouais, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est ta recette et c'est ça qui fonctionne pour toi et qui est juste pour toi. Ouais, parce que je pense qu'après, derrière, c'est peut-être plus facile à assumer. Comme je te dis que je les assume très bien, mes choix. Mais c'est parce que aussi, derrière, je sais que les gens m'ont dit, mais si. Mais des gens qui comptent pour toi, dont la vie compte pour toi, ont appuyé ton choix. Exactement. Donc à partir de là, peut-être que j'ai longuement hésité, j'en ai longuement parlé avec eux, j'en ai longuement parlé avec moi-même, etc. Mais à partir du moment où ce choix-là est pris, je l'assume. Après, il peut y avoir beaucoup de tenants et aboutissants, tu vois, de choses qui vont faire douter. Tous les jours, par exemple, moi j'ai pris, comme je te disais, le choix sur lequel je suis le plus heureuse, c'est de continuer, d'assumer le fait d'être autrice de bande dessinée et de continuer autant qu'on voudra bien de moi de faire des livres. Mais pour autant, mon syndrome de l'imposteur tire toujours vers le bas ce concept-là, et ce choix-là, cette décision-là, en disant oui, bah t'as fait ce choix, c'est très bien, mais bon, tes livres, voilà. Bah, disons qu'un choix, ça se réitère régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un choix une fois pour toutes, mais les événements de la vie viennent nous aider à le re-questionner régulièrement et à le réaffirmer régulièrement. Ouais, c'est très juste. Donc, ouais. C'est bien parce que finalement, d'en discuter, tu vois, je comprends pas mal de trucs. À votre service. Non, mais j'arrive plus à conceptualiser comment je fonctionne, en fait, finalement. Merci beaucoup, Matou. Bah non, merci à toi, justement. Un grand merci à Matou pour son accueil, ce joyeux moment partagé, sa confiance et son authenticité. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous ne connaissez pas encore les illustrations tendres et drôles de Matou, alors direction les rayons de votre librairie préférée et la page Facebook Matou Crayon d'humeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?